accordé à la commission ECOFIN du Sénat en vue de rendre son rapport sur le toilettage des projets de loi des finances, ce à dater du 15 novembre. Plus de 500 personnes, essentiellement des militaires, ont été vaccinées ce vendredi au camp Kokolo. C'était à l'occasion du début de la campagne de vaccination contre le Mpox. En sport, les Léopards de la RDC seront ce samedi 16 novembre face au Sili national de la Guinée. C'est pour le match de la 5e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Et grande édition du journal sur votre télévision, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. La commission ECOFIN de la Chambre haute du Parlement dispose de 7 jours à dater de ce 15 novembre 2024 en vue de rendre son rapport sur le toilettage du projet de loi de finances portant reddition des comptes 2023 et rectificatif 2024. C'est le délai donné à cette commission par le président de cette chambre, cela après leur examen à la séance plénière du jeudi 14 novembre clôturée dans la soirée. On en parle avec Patrick Issou. 2 projets de loi ont été examinés au cours de cette séance plénière. Il s'agit du projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances exercice 2023 et celui relatif à la loi des finances rectificative exercice 2024. Pour le présenter, le gouvernement a dépêché le ministre d'État en charge du budget Aimé Boji et celui des finances Doudou Fouamba. Ainsi, le ministre des finances fera l'économie du projet de loi portant reddition des comptes 2023. Il s'est apaisanti sur 3 points importants, à savoir la synthèse du projet de loi, la situation consolidée de financement et les principales articulations de ce projet de loi. Son collègue du budget présentera, lui, le projet de loi rectificative 2024. Aimé Boji fera savoir que l'élaboration de ce projet de loi est justifiée par des changements introduits par 4 faits majeurs. Lors du débat général, les sénateurs ont relevé certaines incohérences et autres. Comme l'exige la loi, ces 2 projets de loi ont été confiés à la commission ECOFIN pour toilettage. Elle aura donc 7 jours pour présenter son rapport. Les 2 projets de loi sont confiés à la commission ECOFIN pour une étude approfondie. Bien sûr, je vais inviter tous les honorables sénateurs de bien vouloir participer activement aux travaux qui vont se dérouler au sein de cette commission ECOFIN, autant qu'il en fait cet après-midi et ce soir avec tant de brillance et de pertinence. En tout cas, vos contributions sont vivement attendues au sein de cette commission. Et en ce qui concerne les travaux au sein de celle-ci, j'accorde un délai de 7 jours à la commission pour procéder à cette étude et présenter son rapport. C'est par ce mot que Jean-Michel Sama va clôturer la séance plénière dans la soirée du jeudi 14 novembre. Et quittant le budget pour l'économie, la Société financière internationale, filiale de la Banque mondiale, veut relever le défi de développement en République démocratique du Congo. Son vice-président pour l'Afrique l'a dit à la première ministre Judith Suminwa. C'était à l'issue de la séance de travail tenue le jeudi 14 novembre à la primature. Patrick Issou revient. À la primature, la première ministre Judith Suminwa a eu des échanges constructifs avec le vice-président de la Société financière internationale, Sergio Pimenta. Cette institution du groupe de la Banque mondiale qui œuvre pour le développement dans le secteur privé a déployé des efforts considérables en RDC depuis 2021. Nous avons eu l'opportunité justement de parler de nos opérations ici en République démocratique du Congo. À la fois ce que nous avons fait depuis ma dernière visite en 2021, nous avons fortement augmenté notre présence ici à Kinshasa. Nous avons un bureau qui a près de 20 personnes, mais nous avons également en 3 ans déployé plus de 550 millions de dollars de financement, ainsi que du travail de conseil pour conseiller les entreprises sur leurs questions de développement. L'IFC, en croit son vice-président, tient à intensifier ses efforts à travers un financement accru. Nous avons parlé évidemment de nos projets d'avenir, de ce que nous pouvons faire plus, et je vois vraiment qu'il y a des opportunités de soutenir le secteur privé congolais et les investissements au Congo de façon beaucoup plus forte, beaucoup plus importante à l'avenir, dans les secteurs de l'énergie,
dans les secteurs des infrastructures de télécommunications, dans les secteurs de l'agroalimentaire et de l'agriculture, et évidemment dans le secteur de l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises, tout particulièrement celles détenues par les femmes. Contribuer à l'économie de la RDC, l'IFC y tient. Sergio Pimenta a fait savoir que les priorités de l'IFC s'alignent étroitement avec celles du gouvernement congolais. Ce que son Excellence m'a dit, c'est que les priorités de la SFI ici en RDC sont très alignées avec les priorités du gouvernement. Donc nous, ce que nous faisons, nous sommes une agence de développement, une banque de développement. Nous finançons des entreprises qui elles-mêmes feront ces investissements, que ce soit dans l'industrie, que ce soit le développement des chaînes de valeur, que ce soit des petites et moyennes entreprises. Nous les finançons. C'est cela que nous pouvons faire pour aider au développement du pays. Les ressources financières de l'IFC ont toujours été mises à la disposition du secteur privé dans le pays en développement. C'est ce qu'elle compte faire en RDC. Et puis le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde s'est félicité de la conclusion de 2 nouveaux programmes économiques et financiers signés entre la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international. Il l'a dit à la presse. Regardez. Grâce à ce programme, le ministre des Finances a fait savoir que la RDC va bénéficier d'un montant équivalent à 2,8 milliards de dollars américains du FMI. Ici, c'est d'abord le moment de rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons constaté que depuis le mois de juin, lorsque nous sommes arrivés en tant que membres du gouvernement Soumouina, Jidit, les taux d'inflation en glissement annuel étaient autour de 22,2%. Et aujourd'hui, nous sommes autour de 14,9%. J'ai le plaisir d'annoncer que nous avons réussi au niveau de cet accord de service à obtenir que plus de 800 millions de dollars soient convertis pour les financements des investissements publics en appui budgétaire. Pour les ministres des Finances, ces initiatives incarnent la détermination du gouvernement à moderniser l'économie du pays. Nous avons pris des engagements d'améliorer la gouvernance de notre secteur forestier. Nous avons pris l'engagement d'améliorer et de mettre en œuvre des politiques publiques d'adaptation et d'atténuation des impacts et des effets du changement climatique. Nous allons développer des investissements durables qui vont permettre à ce que nous puissions accroître la résilience climatique de notre pays. Il faut dire que la RDC a conclu un accord de service avec les Fonds monétaires international FMI. Ce dernier inclut 2 programmes ambitieux, à savoir un programme climatique de 1,1 milliard de dollars pour un total de plus de 2,8 milliards de dollars sur 3 ans. Les discussions menées sous la supervision du ministre des Finances Doudou Fwamba ont abordé des enjeux complexes dont la gestion des dépenses urgentes, les salaires des fonctionnaires, les recettes du contrat SICOMINE et des réformes structurelles cruciales. Et dans un autre registre, les bâtonniers et avocats de la République démocratique du Congo soutiennent les états généraux de la justice et les réformes qui vont en découler. Ces derniers louent la détermination du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux pour cette initiative. Ces derniers, ce soutien a été exprimé à l'issue de la réunion tenue le jeudi à Kinshasa. Regardez. Je prends la parole en tant que bâtonnier du ressort au nom de tous les bâtonniers de la République démocratique du Congo qui assistent aux travaux des états généraux de la justice qui se tiennent ici à Kinshasa. Vous savez, ce n'est pas dans les habitudes des bâtonniers lorsqu'ils tiennent une réunion de faire un compte rendu. Mais nous tenons à le faire parce que premièrement, nous les avocats, nous tenons à ces assises à témoigner notre gratitude à M. le Président de la République, chef de l'État, pour l'initiative qu'il a eu à prendre pour que ces assises puissent avoir lieu. Remercier le ministre d'État, le ministre de la Justice pour sa détermination. Comme vous le savez, une nation n'est nation que lorsque ses fils se retrouvent à un moment donné de l'histoire pour discuter des questions qui intéressent leur société. C'est le cas avec les assises actuelles des états généraux de la justice. Il était temps qu'à un moment donné qu'on s'arrête et pour qu'on puisse réfléchir sur l'avenir de notre pays. Et les avocats sont tout à fait intéressés parce qu'ils sont parmi les acteurs qui participent à la bonne administration de la justice. C'est pourquoi nous avons tenu, après avoir eu nos concertations autour du bâtonnier national,
à témoigner notre gratitude à M. le Président de la République, à Madame la chef du gouvernement et, comme je l'ai dit tantôt, à M. le ministre d'État, ministre de la Justice. Nous sommes convaincus qu'à l'issue de ces travaux, il y aura des réformes audacieuses et courageuses qui seront prises pour que, d'une part, sur comprendre la mission qui leur est due dans la bonne administration de la justice. Et en sécurité, rendons-nous dans la province de Nord Kivu. Plus de 80% du territoire des Lubero est occupé par des groupes armés. Et confirmation du président de la société civile de Lubero, Muindo Tafuteni, affirme que la prolifération des groupes armés dans son territoire est à la base de l'insécurité. La société civile fustige le fait que certains groupes armés s'attaquent aux autres groupes locaux en lieu et place de combattre le rebelle du M23 RDF. Suivez. Pour ce qui est de la sécurité, le territoire de Lubero, personne n'ignore qu'il est dominé beaucoup plus par les groupes armés. On peut parler de plus de 80% est sous contrôle des groupes armés, avec une grande partie qui est aussi sous contrôle du M23, surtout la partie sud du territoire. Et parfois, ces groupes se battent entre eux pour créer toujours de l'insécurité, même dans les zones où les M23 ne sont pas encore là-bas. Et aussi, quelquefois, ces groupes, le M23 attaque les groupes armés ou les Wazalendo, ou même les Wazalendo attaquent le M23, et c'est là, à violation, quelquefois, de cesser le fait que les FARDC observe totalement et la population se pose toujours des questions en disant est-ce que le gouvernement n'est pas en train de voir comment la population est en train de souffrir dans les sites d'accueil, dans les familles d'accueil, et tout ce temps que la population est en train de réaliser ça, beaucoup de moyens, est-ce que vraiment le gouvernement n'est pas en train de sentir que cela serait dans ses responsabilités? Cela m'amène à parler directement de la situation, de la situation humanitaire qui est totalement compliquée dans la zone, avec des milieux où les populations qui sont venues de Rutshuru et des populations qui sont venues de l'Axe Sud ne se sont jamais retrouvées assistées ni par le gouvernement, ni par le monde humanitaire. Quittons la province du Nord Kivu pour l'Ituri, le commandant de la 32e région militaire, le général-major Urbain Ntambaka, a présidé le jeudi 14 novembre 2024 une double cérémonie à Irumu. D'abord, la fin du projet Touimo, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'OIM. Ensuite, le processus de désarmement des démobilisés au site de Diango. Affermi vite à signe ce reportage. Au total, 174 démobilisés ont connu une réintégration communautaire grâce au projet Timon financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'OIM. Ces derniers ont reçu des certificats attestant la fin de leur processus de désarmement au site d'Iango, une localité située à une dizaine de kilomètres de la ville de Bunia. Nous profitons maintenant pour lancer l'appel solennel à tous les jeunes gens qui sont encore en brousse avec des armes, de ne pas traîner le pas. De son côté, le chef du bureau de l'OIM s'est réjoui de voir les objectifs assignés atteints. Rappelez que l'objectif global de ce projet, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'OIM, Agence des Nations Unies pour les migrations, en appui au PDDRCS, est de contribuer de façon significative et substantielle à la stabilisation des territoires de l'Est de la République démocratique du Congo. Représentant l'autorité provinciale, le commandant de la 32e région militaire a appelé ces derniers à pérenniser ses acquis. À vous, ex-combattants, qui sortez de Diango, aujourd'hui, nous vous exhortons d'être désormais les vecteurs de la paix, les acteurs de développement de vos communautés respectives, pour donner un sens au sacrifice que vous avez consenti en restant à Diango malgré tout ce que vous y avez
en direct. Ses fils et filles de l'Ituri ont accepté de saisir la main tendue du président de la République en enterrant la hache de guerre au travers du PDDRCS lancé officiellement en Ituri par le gouverneur militaire le 17 avril 2023. Et parlons société à présent. Au total, 4 creuseurs artisanaux sont décédés dans le territoire de Kambové, situé à 150 km de Lubumbashi, dans la province d'Haut-Katanga. C'était suite aux échauffourées enregistrées entre les éléments de la police nationale congolaise et les creuseurs le jeudi 14 novembre 2024. Suivez. En dehors de 4 creuseurs tués, 2 véhicules et le bureau de l'état-major de la police ont été brûlés, le bureau de l'administrateur du territoire saccagé et les détenus libérés. Tout a commencé après l'assassinat d'un creuseur artisanal par les éléments de la police de Kambové alors qu'il entrait par infraction dans la concession de l'entreprise Kambové Mining. Les creuseurs artisanaux sont par la suite descendus dans la rue en vue de manifester leur colère contre l'assassinat de leurs collègues. C'est alors que la situation a dégénéré. Plusieurs réactions ont surgi après ces événements malheureux. Il s'agit notamment de celle du gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe. Ce dernier a souligné que des mesures sont en cours en vue d'offrir un espace sécurisé aux creuseurs artisanaux afin qu'ils puissent travailler sans risque d'incidents similaires. Ce drame a en effet mis en lumière les tensions croissantes entre les creuseurs artisanaux et les autorités locales, particulièrement autour des sites miniers exploités par des entreprises étrangères. Et en politique, la Ligue des jeunes de l'ECID a invité la jeunesse congolaise à se lever et à barrer la route à tout changement ou modification de la Constitution. C'était à travers une déclaration faite le jeudi à Kinshasa. Suivez. Nous, jeunes leaders réunis au sein de la Ligue de jeunes du parti, prenons l'engagement solennel de nous mettre aux côtés du peuple congolais ainsi qu'aux côtés du président élu Martin Fayulu afin de barrer la route à cet ignoble projet porté par M. Tshisekedi consistant à diviser le peuple congolais par la révision ou le changement de la Constitution. En lieu et place d'interroger les compétences de son régime, caractérisé par le détournement de deniers publics, M. Tshisekedi, au travers de son homme de paille, M. Augustin Kabouya, ancien secrétaire général de l'UDPS, veut nous amener dans de querelles stériles et enfantines. Alors que plus de 115 localités de notre pays sont envahies par l'armée rwandaise, alors que 7 millions de Congolais sont des déplacés internes suite à la guerre, alors que 30 millions de Congolais sont en insécurité alimentaire, alors que la jeunesse congolaise est frappée par le chômage de masse, alors que la justice est malade, alors que les Congolais sont divisés à cause du tribalisme, alors que les deniers publics de l'État sont détournés avec la bénédiction de caciques de l'Union sacrée, alors que le peuple souffre, l'UDPS et M. Tshisekedi incapables de trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Ces derniers veulent consacrer la balkanisation du pays par le changement ou la modification de la Constitution. Ça ne passera pas. Nous mettons ainsi en garde tous les justiciers ivres de lait, particulièrement ceux de l'UDPS et de l'Union sacrée, qui tenteront de soutenir ces macabres projets, car la jeunesse de l'ECD, conduite par les secrétaires nationaux Yves Badioko Bangala, ainsi que Divine Lala et Daniel Lupini, ensemble avec le peuple congolais, allons vous barrer la route comme nous l'avons fait avec M. Kabila. Comme nos frères de la jeunesse résistante, nous appelons le peuple congolais, particulièrement la jeunesse, à se tenir prête. Nous rappelons que la seule cohésion nationale, soutenue par un dialogue entre parties prenantes sous le thème vérité, réconciliation et cohésion nationale, va permettre de résoudre le problème de notre pays. Et on va prendre cette brève en santé. Et début ce vendredi 15 novembre de la campagne de vaccination des luttes contre le mpox, la variole du singe au camp militaire Kokolo. En ce jour, plus de 500 personnes, essentiellement des militaires, ont été vaccinées. Il faut rappeler qu'au courant de la semaine, plus de 40 000 cas suspects et 81 cas ont été confirmés. La ville de Kinshasa recense actuellement 123 patients actifs, dont 56 cas suspects et 67 cas confirmés.
On va rester en santé. La prévention et le dépistage précoce constituent des atouts majeurs pour stopper l'évolution du cancer. C'est ce qu'a fait savoir le ministre de la Santé publique, le docteur Roger Samuel Kamba. C'était lors du dernier briefing avec la presse. Ces propos ont été recueillis par Patrick Issot. Nous sommes en train de shifter, nous sommes en train de bouger notre épidémiologie. On va vers des maladies chroniques. C'est pour ça que la réponse rapide est très importante avant qu'on y arrive. Alors vous dites, oui, le traitement est très lourd, c'est vrai. Mais on peut faire beaucoup de choses avant que le traitement devienne lourd, notamment le dépistage. Chez la femme, la première cause de mortalité, c'est le cancer du col de l'utérus. Et ce cancer-là, on peut le prévenir. D'abord, on peut le prévenir, c'est-à-dire qu'on sait qu'en Occident, on vaccine les petites filles parce que c'est causé par un virus. C'est causé par un virus. Donc, si on évite ce virus-là, malheureusement, il vient avec les rapports sexuels, ça veut dire qu'il arrive autour de 14-15 ans. Donc, si on protège l'enfant avant ça, eh bien, le cancer du col de l'utérus chute. Et donc, la prévention, eh bien, c'est quelque chose qui est accessible. Deuxièmement, le dépistage précoce, c'est-à-dire avant que la maladie ne devienne généralisée, peut être soigné localement, même par une infirmière. C'est pour vous montrer qu'il y a des choses que l'on peut faire en amont. Si vous prenez le cancer du sein, eh bien, il y a des phases où la simple chirurgie arrête tout. On n'a pas besoin de chimio. On fait juste la chirurgie, ça s'arrête. Et donc, tous ces cancers-là peuvent être prévenus. Maintenant, au niveau médical, nous venons de réceptionner, parce que vous avez dit qu'est-ce que le gouvernement fait, nous venons de réceptionner les kits de dépistage du cancer du col de l'utérus. Et nous avons réceptionné, c'est déjà un deal ici. Donc, ce que je vous dis là, vous pouvez vérifier. Et nous sommes en train de négocier justement avec Gavi, l'Alliance du vaccin, pour dire, OK, mais la prévention, le vaccin auquel nous n'avons pas accès là, pourquoi nos petites filles ne peuvent pas avoir accès? Gavi a accepté déjà. Donc nous sommes dans des négociations. Et à côté de ça, enfin, nous sommes en train de travailler sur les infrastructures qui prennent en charge le cancer. Et prenons cette autre brève. Qualifiée pour la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, les Léopards jouent leur match de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires ce samedi 16 novembre. Les Fauves congolais rencontreront les Sili nationales de la Guinée, leader de leur groupe. Les Léopards n'ont jusque-là encaissé aucun but. C'est à la Guinée de faire le jeu si elle tient à participer à la CAN Maroc 2025. Guinée Conakry, RDC, le rendez-vous est pris pour ce samedi à 20h heure locale de Kinshasa. Et en dehors de nos frontières, à Port-Louis-Prince, en Haïti, les gangs renforcent leur emprise sur la capitale. Une situation qui force les habitants de plusieurs quartiers à fuir leur maison. Ces derniers laissent tout derrière eux pour aller trouver des abris précaires. Suivez. Le quartier Solino, dans la capitale haïtienne, qui, jusque-là, était épargné des violences, est devenu la cible d'attaques brutales. Une mère de famille déplacée raconte ce qu'elle a subi et exprime son incertitude face à l'avenir. Ma maison a été incendiée. Voici tout ce que j'ai pu sauver. J'ai juste payé pour mes enfants. C'est tout ce que j'ai pu sauver. La violence à Solino reflète un chaos plus large. Depuis le renvoi du Premier ministre par intérim, les gangs profitent de l'instabilité pour s'emparer de nouveaux territoires. Les familles fuient, cherchant à aller se réfugier ailleurs. Même l'aéroport principal de l'Haïti n'est pas épargné. Des tirs lundi ont touché plusieurs avions, blessant une hôtesse de l'air. Je n'en peux plus. J'ai 5 enfants avec moi. Je cours et je ne sais pas où aller. Les bandits nous poursuivent et je ne peux plus rester. Ils ont tiré sur nos voisins et nous sommes forcés de fuir. Les Nations Unies rapportent qu'en une seule journée, 20 affrontements armés ont éclaté à Port-au-Prince, où 85% de la ville serait désormais sous contrôle des gangs. Et fin de ce journal, on vous rappelle les principaux titres. 7 jours ont été accordés à la commission ECOFIN du Sénat en vue de rendre son rapport sur le toilettage des projets de loi des finances, ce à dater du 15 novembre.
Plus de 500 personnes, essentiellement des militaires, ont été vaccinées ce vendredi au camp Kokolo. C'était à l'occasion du début de la campagne de vaccination contre le Mpox. En sport, les Léopards de la RDC seront ce samedi 16 novembre face au Sili national de la Guinée. C'est pour le match de la 5e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Et ce journal est complètement terminé, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end chez vous. Au revoir.